Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan culturel du mois de mai. Alors, je commence par les films. J'ai vu un film franco-hispanique qui s'appelle Madré, qui relate l'histoire d'une mère qui a son petit garçon qui se fait enlever il y a 10 ans de ça, en Bretagne sur la mer. Elle va être dans cette solitude et cette introspection constante depuis ces 10 années seule, à se dire qu'elle aurait pu le sauver, qu'elle aurait pu échapper à ça, d'autant plus que l'enlèvement se passe lorsqu'elle est au téléphone avec lui. Plus tard, sur cette même plage, elle va croiser un adolescent qui devrait avoir le même âge que le sien. Elle va du coup se lier avec lui, va s'entretenir une relation un petit peu ambiguë entre les deux. C'est bouleversant, c'est happant, j'ai pas pu quitter le film de toute l'heure et demie. C'est pesant et c'est beau à la fois, il y a de très beaux paysages. Je vous incite vraiment à le regarder, les images sont sublimes, on est tout de suite entraîné. Ensuite, je vous parle de Chungking Express, qui est un film de Wong Kar-wai. On va suivre deux jeunes personnes, deux jeunes hommes qui tombent tous deux amoureux de deux jeunes femmes. Ils sont collègues dans la police. Et il y en a un qui est amoureux d'une hôtesse de l'air et l'autre d'une jeune fille qui est dans un fast-food la nuit asiatique. Chez Wong Kar-wai, on retrouve toujours cette importance des couleurs fluorescentes la nuit. Si j'ai bien compris, quand j'ai écouté du contenu à ce sujet, il n'avait pas de budget, du coup c'est aussi pour ça qu'il y a des néons partout. Il y a toujours cette apesanteur, il y a beaucoup de scènes très lentes, faut aimer ça, mais je retrouve exactement ce qui m'a plu dans les films précédents. Il a vraiment une patte que j'aime beaucoup, je crois que c'est l'un des derniers de lui que j'ai vu qui m'a autant plu, je pense, que mon classement. In the Mood for Love parce que c'est clairement celui qui m'a fait découvrir son cinéma. Ensuite Chungking Express et après My Blueberry Nights, dont j'ai parlé dans le bilan culturel du mois précédent. J'ai vu d'autres films, mais je ne vais pas forcément les évoquer maintenant. Je vais passer à ceux du cinéma, parce que les cinémas ont réouvert. Je suis allée voir deux films. Garçon chiffon, de Nicolas Maury. Alors, Nicolas Maury, je l'ai découvert dans 10%, comme beaucoup. Il a ce côté très bobo parisien qui me fait rire et me plaît et me déplaît à la fois. Il y a une espèce d'ambivalence dans ce personnage qu'il joue. J'ai pas été forcément très satisfaite de ce premier métrage. Dans ce film, on va suivre du coup le personnage principal qui est acteur, qui a du mal à trouver des contrats, qui se fait lâcher par ses agents, par les gens qui l'embauchent, et il retourne chez sa mère. Et c'est clairement le récit d'une vie de jeune homme qui a besoin de vivre au crochet de sa mère et de tous ceux et celles qui l'entourent. Il n'est clairement pas capable de satisfaire ses propres besoins, ses propres envies, et c'est comme si tout lui était dû en même temps. Il se prend pour un grand acteur, il sait que c'est pas le cas, comme s'il était à la hauteur des personnes qu'il adule. Je suis vraiment dans une demi-teinte. Il a vraiment des inspirations de Dolan et de Christophe Honoré. Il y touche pas encore. J'espère pour lui que ça sera le cas, peut-être la prochaine fois. L'autre film que j'ai vu au cinéma, qui lui pour le coup a été hyper marquant et waouh, c'était impressionnant. C'était Un pays qui se tient sage, qui est un documentaire sur l'impunité et les violences policières. Ça va être entrecoupé d'interviews de professionnels, donc il y a des historiens, des sociologues, des personnes qui sont dans des associations, des collectifs. Il y a des personnes référentes de police aussi. Et on va voir tous ces professionnels parler d'événements qui ont eu lieu et parler aussi de construction sociétale, la violence de l'État, la violence de la police, l'ambiguïté des discours antagonistes, l'ambiguïté du discours de l'État et à quel point c'est instrumentalisé et c'est nié de la part de certains dirigeants. On est très cloisonné dans cette structure. Les personnes qui mettent en place cette structure ne se l'avouent pas. C'était extrêmement poignant, extrêmement intéressant. Il y a une scène qui est absolument inoubliable, je pense qu'elle sera marquante jusqu'à la fin. Ils reprennent un extrait d'une vidéo qui a été filmée par un policier lorsqu'ils ont mis à genoux toute une classe de lycéens qui avaient fait une manifestation. Et le policier
n'a de cesse de répéter « Voilà une classe qui se tient sage ». Et c'est de là qu'est tiré le titre du film. Et c'est clairement la cristallisation de « Regardez cette classe qui se met à genoux devant l'État. Le peuple est identique. Et de toute façon, même s'il essaye de lutter, ce sera toujours le cas. » Et c'est comme ça que c'est fait. Et ça nous est répété sans cesse. Pendant 5 bonnes minutes, il repasse l'extrait, il le commente. C'est pas de la violence physique, mais morale, psychologique. C'est le pouvoir qui dit vous êtes inexistant, vous n'êtes rien. Et même si vous essayez de faire en sorte d'aller et de faire quelque chose pour votre cas, on sera toujours là pour vous remettre à votre place. C'est d'une telle violence que c'en est excellent. Le seul point qui m'a déplu, c'est qu'on ne sait qu'à la fin qui sont les personnes interviewées. C'est clairement un parti pris du réalisateur, mais j'aurais voulu savoir qui étaient ces professionnels avant. Même si le choix peut se comprendre dans le fait de faire correspondre chaque point de vue, chaque discours à la structure qui le représente. Même si ça peut se comprendre dans le choix de laisser les gens parler et le spectateur, la spectatrice, voir de quel côté se place la personne qui donne son avis. Ensuite, je vous parle de podcast. Il y en a un que j'ai bien aimé, qui est Travail entre parenthèses en cours, qui revient sur le monde du travail et sur les questions que ça pose. Est-ce que la pause café bénéficie à tout le monde? La question des métiers passion et d'être artiste, artisan. C'est des épisodes d'environ une 30aine de minutes et ça pose des questions sociétales dans le cadre du milieu du travail, qui est assez intéressant quand on arrive dans la vie active, je crois, et quand on y est déjà installé aussi. Ensuite, j'ai écouté Derrière le tweet, qui est une série de podcasts qui date d'il y a quelques temps. L'animatrice du podcast va interviewer des personnes qui ont tweeté telle ou telle chose, qui ont pris une place sur le réseau en question et qui, à travers un tweet, sont devenues des personnalités publiques. Il y a notamment l'épisode avec Marion Séclin, il y a un poète, il y a une nouvelle forme en fait d'art et de culture de l'identité qui est montrée à travers un tweet. C'est des épisodes de 20 minutes environ. Le dernier, c'est un podcast de Mademoiselle. J'avais écouté un épisode il y a quelques temps parce que Clarinette avait participé. C'est le podcast Affiché qui revient sur des films et des œuvres de la pop culture pour les analyser. Il y a notamment un épisode que j'ai écouté dernièrement sur est-ce que c'est toujours possible de regarder des films de Noël tout en étant féministe, parce que c'est truffé de clichés hyper sexistes. Il y a une des animatrices qui dit qu'elle peut pas pour le coup regarder ça parce que ça lui faut la nausée. Il y en a une autre qui dit justement qu'elle met son cerveau de côté et qu'il y a un moment, si c'est trop, elle arrête. Ensuite, pour ce qui est des chaînes YouTube et comptes Instagram, je vais vous parler de Sociologos, qui est étudiante en sociologie, actuellement au Brésil pour réaliser sa thèse. J'ai beaucoup regardé ses vlogs notamment. Ça me met dans un bon train pour travailler et découvrir aussi ce que c'est de réaliser une thèse. Un petit peu comme Antithésie le faisait à une époque. Elle fait aussi des vidéos plus analytiques sur des phénomènes sociétaux, des idées qu'on peut avoir sur la société et à quel point finalement c'est des notions qu'on nous a inculquées sans qu'elles soient pour autant vraies. Il y a également la chaîne de Zoupi. Elle, c'est aussi des vlogs, majoritairement, des introspections sur ce que c'est que de rentrer là aussi dans le monde du travail, les études, le stage, juste des questions de personnes qui entrent tout simplement dans l'âge adulte, sur ses allers-retours entre chez ses parents, chez elle, sur la fin de son stage, et enfin Modou et Infini, donc la chaîne de Lauriane, qui fait des vidéos sur la littérature. Elle lit à la fois du young adulte, beaucoup, mais pas uniquement, elle lit aussi des œuvres plus classiques, un petit peu de la même manière que c'était le cas pour Estelle le mois précédent. Ce sont des chaînes analogues que j'ai découvertes à très peu de temps d'intervalle et qui me font toujours du bien à regarder. Même si c'est parfois des livres que j'aurais pas forcément envie de lire, leur avis est toujours pertinent à mon sens. Et j'allais oublier la dernière chaîne, mais vraiment que j'ai binge-watché
le mois précédent. Merci à ma TL. C'est la chaîne de Mathilde Rennes qui est apparue dans mon feed par hasard. Elle fait énormément de vlogs, notamment vlog lecture, très long, format 40 minutes environ. Introspection également, bilan lecture. Elle a également parlé de son expérience en prépa, pourquoi elle avait arrêté. Elle a fait des vlogs aussi NaNoWriMo, donc elle écrit. Ça me fait du bien, c'est des vidéos que je me mets le matin. Elle s'ouvre énormément sur son expérience, elle a perdu sa maman il y a quelques mois et elle en parle beaucoup. C'est forcément un moment de sa vie très très difficile et elle est sans phare par rapport à ses émotions, même si elle ne dévoile pas tout. Elle me touche beaucoup, donc si elle passe par là, je suis très heureuse à chaque fois qu'elle sort quelque chose. Et je vous incite vraiment à aller découvrir son contenu parce qu'elle fait des vidéos de qualité et elle doit avoir 300-400 abonnés et je comprends vraiment pas. Je pense que je ne vais plus avoir de place sur cette carte SD et que ma batterie va bientôt se vider. Mais je vous filme la partie livre incessamment sous peu et vous allez la retrouver tout de suite. En premier, je vais vous parler du livre de New Garson, How to be a Gentlewoman, que j'ai découvert grâce à la chaîne de Le Coin d'Elodie, que je mentionne pas assez à mon sens parce qu'elle fait tellement du contenu qui m'apaise, qui me fait du bien. C'est juste les bonnes vibes tout le temps. Elle avait parlé de ce style dans une vidéo qui date d'il y a un an et demi. C'est tout le concept de la garçonne mais revisité à l'heure actuelle. Quels sont les détails de la garçonne, les styles de vie qu'elle adopte, ses vêtements, son élégance et ce côté androgyne. Ça m'intéresse beaucoup et c'est aussi ce qu'on disait avec Chloé dans la vidéo rencontre, c'est que la fonction qu'a l'habit est hyper importante aussi dans la quête de soi, la quête d'identité et de comment on se représente et comment on veut se représenter dans la société. C'est à la fois un livre de mode, un livre d'art. J'ai eu de la chance parce que je l'ai trouvé sur Vinted à genre 12 balles, frais de port compris. On peut vraiment y aller en y piochant des éléments de temps en temps. Dans le cadre de mon stage, j'ai pu rencontrer Christine Aventin, qui a écrit un livre qui est paru chez Zone, qui est paru en avril, qui s'appelle Feminist Punk, qui revient sur la figure de Fifi Brindacier et de comment elle a été une héroïne totalement éloignée des codes de féminité qui ont été inculqués aux petites filles, notamment parce qu'elle a été écrite par une autrice suédoise ou norvégienne. Il n'y a jamais eu cette féminisation hyper sexiste de Fifi Brindacier. Elle a toujours eu en tant qu'héroïne ce côté très androgyne et Christine Aventin, elle va revenir sur le fait justement que l'identité que Fifi Brindacier a donnée aux petites filles, c'était celle qui allait contre le diktat de l'autorité, en règle générale, des parents, des adultes, mais aussi de la société et des préconçus qu'on peut avoir. C'est aussi ce pourquoi l'ouvrage s'appelle Feminist Punk. Fifi Brindacier, c'est une figure de punk. On voit aussi l'importance de la traduction dans tout ce qu'il y a de cette œuvre. Il y a toujours un problème de traduction en France. Je pense qu'il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers temps quant à des termes sexistes et racistes également, qui étaient encore utilisés, non traduits, alors que ça n'avait pas lieu d'être. Dans cet essai, elle montre des éléments de problèmes structuraux, qui persistaient et qui persistent toujours dans la tête et dans la volonté de ceux qui traduisent et ceux qui éditent. On voit par exemple qu'il y a des passages qui ont été totalement coupés parce que trop dérangeants pour certains. Il y a des passages qui ont été changés, traduits différemment parce que ça aurait pu inciter les enfants, et notamment les petites filles, à aller contre l'autorité en règle générale, contre les parents, contre l'autorité. C'était pas quelque chose qui était voulu, forcément. Et ça a créé énormément de polémiques et c'est assez drôle parce que je ne connaissais pas du tout, finalement, au-delà de ce que j'en avais vu,
dans des productions états-uniennes. C'était pas très correspondant à l'image initiale de Fifi Brin d'Acier. C'est pas une héroïne avec laquelle j'ai grandi, elle m'énervait un peu. Le fait d'avoir lu cet essai et le fait d'avoir rencontré l'autrice, d'avoir pu lui poser des questions, j'avoue que ça m'a beaucoup éclairée et je me suis dit oui, comme elle me l'a précisé, comme elle me l'a dit, comme on a pu le constater, on n'a pas d'autres figures, du moins il n'y en a aucune qui me vient, de petite fille qui soit pas dans les codes de beauté. C'était hyper intéressant de se pencher sur ce sujet. Je sais pas si à l'heure où cette vidéo sera postée, le podcast qu'on a enregistré avec Christine Aventin sera en ligne sur le média de la Foire du Livre, mais si c'est le cas, je vous mettrai en barre d'infos et j'essaierai de le communiquer sur les réseaux sociaux. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que Galatée avait évoqué dans un vlog il y a quelques temps, tellement qu'elle revienne sur YouTube. Incroyable, prenant, même si très court, je crois qu'il fait même pas 150 pages. C'est un livre qui m'a marqué. C'est Je suis une sur deux de Gilia Foyce, qui anime aussi un podcast sur France Inter. Et c'est un témoignage de son viol et de comment on lui a dit que c'était sa faute pendant tout le long. C'est cru, c'est dur, prenant au possible. Il y a le cœur qui soulève tant c'est vrai. Elle parle de son histoire et de la violence avec laquelle on l'a reçue quand elle essayait d'expliquer ce qui s'était passé. Sa traversée pour aller au-delà de ce traumatisme. Comme quoi, il faut toujours faire attention, comme quoi elle l'avait bien cherché alors qu'elle était juste en train de vivre. Je peux que vous le conseiller, c'est très dur à lire, mais il est tellement important. Ça se met beaucoup en corrélation avec le consentement de Vanessa Springora. Mais là où le consentement était très présentatif, là on a vraiment l'impression de plonger totalement dans ses pensées. Et c'est haletant dans ce qu'il y a de perdition qui est donné. Pour moi, c'est un mélange entre colère, dont j'avais parlé il y a quelques mois, et de l'ouvrage de Vanessa Springora. Avec cette même violence de la société quand on est femme et quand on se doit de rester sur ses gardes constamment. Ensuite, je vais vous parler de Novecento Pianiste, dont j'ai également parlé dans le dernier vlog qui est paru normalement. C'est un tout petit livre et j'avais pas du tout aimé Soi que j'avais déjà lu de Baricco, mais Novecento me l'avait beaucoup vendu, notamment Grâce, comme un songe, une mélodie, une introspection, un monologue intérieur. Je ne qualifierais pas ça de monologue intérieur, mais effectivement, on va retrouver l'amour de la musique. C'est l'histoire d'un pianiste qui embarque sur un bateau. Alors, tout ce qui est un petit peu maritime, moi, je ne suis pas du tout friande en règle générale, mais là, c'était très beau, c'était très poétique. Et on voyait aussi la passion intrinsèque pour la musique de la part du personnage de Novecento, qui devient une figure un petit peu mystique, un petit peu mystérieuse, qui est décrite pendant tout le long. Cette alliance entre les vagues et lui, la mer, ce périple qu'il se voit faire constamment quand il joue. C'est plus un songe plutôt qu'un roman ou une nouvelle, mais c'est un joli conte initiatique. Enfin, je vais vous parler brièvement d'un ouvrage que j'ai également mentionné dans mon vlog. J'ai terminé hier ou avant-hier. Je ne vais pas énormément en parler ici parce que je l'ai majoritairement lu en juin finalement. Que vous dire sur Things I Don't Want to Know de Deborah Levy. Il a gagné le prix Femina de cette année, il me semble. Elle revient sur son identité, sur ses pensées, sur son enfance. Elle revient aussi sur son voyage dans les montagnes où elle veut s'exiler du monde. Elle se cherche énormément, où elle cherche aussi sa condition de femme, comment se détacher des hommes. Elle a des questionnements constants, ce côté très interrogateur de la place qu'on lui a donnée, de la place qu'elle veut se donner aussi, sur le fait d'écrire. Moi, il y a énormément de phrases aussi sur la création littéraire, sur le fait de devenir autrice, qui m'ont parlé, qui ont fait écho en moi, qui se questionnent sur
je sais que je veux faire ça. C'est important de le faire pour soi. Et elle va essayer de puiser dans ses rencontres, dans la vie, pour mettre à bien son œuvre. Et c'est un questionnement interne sur la création et sur comment elle a évolué aussi, en fonction des cultures qu'elle a connues. Je disais que je le mentionnais brièvement, mais finalement, il va faire partie de cette vidéo parce qu'il est encore frais dans mon esprit. Je pense que si la deuxième partie me plaît, autant je ferai une vidéo dédiée. Et en plus, j'ai été tellement heureuse il y a quelques jours parce que je suis allée par juste envie de voir les nouveautés au Furet du Nord il y a 3 jours, 4 jours. Et son dernier ouvrage était paru en VO, en hardback. Ça devait être le premier jour qu'il était paru en France. Et c'était juste une joie intense que de le voir. J'étais prête à le commander. Si vous savez la passion que j'ai pour Patti Smith, je pensais pas que ça pourrait être égalé. Je crois que c'est en train de devenir le cas avec Deborah Levy. J'espère que ça va continuer dans tout ce que je lis d'elle. Là, je suis dans le 2e tome que vous avez peut-être déjà vu en librairie. Je ne peux que vous le conseiller. Et enfin, je vais parler de ce que j'ai pu faire dans ce mois-ci, donc les expériences un peu, les rencontres. J'ai eu l'occasion, grâce au stage, de voir pas mal de choses, d'assister à certains événements, certaines manifestations culturelles dans la ville de Bruxelles. Et puis je suis allée à Paris. Premièrement, j'ai eu l'occasion de voir Léonie Bischoff peindre sur la devanture, sur les fenêtres du cabaret Mademoiselle, dans le vieux Bruxelles. Les dessins de Anaïs Nin, elle utilisait de la peinture, de la craie qu'elle enlevait, qu'elle mettait sur la vitre. Et derrière, il y avait une danseuse qui était dans un costume de plumes, c'était sublime. Et au premier étage, au-dessus de ces fenêtres, il y avait une danseuse également qui récitait des journaux et des vers de Anaïs Nin. Le lien entre tous ces arts, c'était vraiment hyper beau à voir. On a fait un article sur cet événement dans le cadre de la foire, donc si j'y pense, je le mettrai en barre d'infos. Et ensuite, j'ai pu interviewer Christine Aventin, dont je vous ai parlé plus tôt. C'était génial de pouvoir rencontrer une autrice, de pouvoir discuter avec elle. J'étais très gênée, mal à l'aise parce que intimidée, alors qu'elle n'est pas du tout dans cette démarche-là. En fait, elle est hyper accessible, elle est punk, elle est dans un collectif, elle questionne beaucoup la société, mais elle a des avis assez arrêtés sur les choses. C'était extrêmement intéressant que de parler avec elle sur Fils du brin d'acier ou encore autre chose. Et les éditions Zone choisissent toujours des sujets hyper variés et intéressants, notamment sur la question des féminismes. Là, c'est encore le cas et c'était hyper plaisant que de rencontrer une autrice d'un de ses ouvrages. Et après, j'ai pu assister à 2 interviews, celle de Sarah Biasini, qui est la fille de Romy Schneider, mais ce n'est pas vraiment le propos en soi, j'ai envie de dire. Du moins pas dans la figure de Romy Schneider, la star, mais dans la figure de la mère. Parce que Romy Schneider est décédée relativement jeune. Et sa fille a très peu connu sa mère. Et elle a dû grandir élevée par d'autres femmes. Elle n'a pas manqué de figure maternelle, mais on l'a toujours associée à sa mère, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe. Même dans la façon dont on se construit en société, je crois. Et bref, elle revient sur le jour où on l'a appelée un 1er mai pour dire que la tombe de sa mère avait été profanée. Voir aussi comment elle se détache de la figure de Romy Schneider, comment elle a toujours été associée à ça, comment sa mère avait une figure froide, alors que elle cherchait toujours celle qu'elle avait connue en tant que mère, même si elle l'a connue très peu de temps, de gentillesse et bien sûr avec les moments sans et les moments avec, mais surtout cette femme aimante qui est contraire à ce qui a pu être représenté à certains moments. C'était très intéressant. Et enfin, j'ai assisté et j'ai écrit un article sur Negar Djawadi,
Negar, je sais jamais comment le dire, qui est une autrice iranienne française. Elle est née en Iran et elle a vécu la plupart de sa vie en France. Elle avait précédemment écrit un ouvrage qui s'appelait Désorientale, qui revenait plus sur sa condition personnelle en tant qu'Iranienne en France. Et là, elle a écrit un ouvrage policier, une enquête, un thriller, autour d'un producteur de VOD et SVOD façon Netflix qui se fait voler son téléphone dans le Belleville qu'il a connu alors que maintenant il est dans l'opulence côté très production, Star System, etc. Et donc il se fait voler son téléphone dans un bar tabac la nuit par un jeune homme et s'ensuit une course-poursuite où il le rattrape et où il y a altercation. Et ça va être filmé par une ado et relayé sur les réseaux sociaux. Sauf que le lendemain, la vidéo a fait le tour d'internet et l'adolescent est décédé. C'est toute cette enquête policière avec la figure de la jeune flic qui va suivre tout ce récit pour savoir si c'est un meurtre. Montrer aussi à quel point les réseaux sociaux sont facteurs de la violence de la société, à quel point ça a pris une place prépondérante pour nous, comment on existe aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est des sujets d'actualité et c'était très intéressant de pouvoir discuter avec elle et de savoir ce qu'elle pensait de tout ça, savoir comment elle s'identifiait en tant que Française. Et il y avait aussi l'importance du cinéma parce qu'elle est également scénariste. Elle a travaillé pour France Télévisions et là elle est en préparation encore pour d'autres projets, pour une série il me semble. Son nouvel ouvrage s'appelle Arène et il a été publié en octobre. Du moins vers la rentrée littéraire. J'en ai pas du tout entendu parler. Je pense que c'est des sujets et puis des liens entre plusieurs sujets qui sont hyper intéressants à questionner. Et voilà ce qui en est aussi des rencontres pour la foire du livre. Je mentionne juste en dernier et je vais bientôt arrêter parce qu'encore une fois ma caméra va couper et que ça fait déjà plus d'une demi-heure que j'ai filmé cette partie-ci. Je vais vous parler juste de Paris. J'ai pas eu l'occasion de retourner en musée ou d'aller au ciné là-bas parce qu'on voulait y aller avec Dorine mais on n'habitait pas à côté. Enfin du coup moi je résidais pas vers chez elle. On voulait surtout profiter de la ville, profiter d'être ensemble parce que depuis qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux on l'avait pas fait. Donc c'était vraiment hyper plaisant. J'ai pu rencontrer Julie aussi qui a le compte Julie Littérature. J'ai revu des amis de Paris aussi, des amis de Dijon qui sont à Paris. En fait, j'ai juste pris un bain de soleil, un bain de joie et un bain de légèreté en retournant à Paris. Retrouver les terrasses, retrouver les amis. J'allais dire le soleil, mais pas du tout. Il a grêlé dans le Marais ce week-end-là. Mais j'ai passé des journées tellement plaisantes. Et j'espère que quand je reviendrai là-bas de façon quotidienne, ça sera aussi le cas parce qu'il y a le côté un petit peu différent du quotidien qui devait être là, mais sait-on jamais. Ma caméra va bientôt couper et j'ai une machine à étendre, donc je vais vous laisser ici. Je le fais en 2 fois en ce moment les bilans culturels parce que ça demande beaucoup de temps que je n'ai pas nécessairement. J'essaye de poster au plus et j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'être un petit peu moins présente depuis quelques semaines. Mais j'essaie aussi de faire avec tout ce qui arrive. J'espère que ce bilan culturel vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aimer, commenter, vous abonner. Et puis me retrouver sur les réseaux sociaux. Il y aura tout en barre d'infos, comme d'habitude. Sur ce, je vous dis des bisous. Ciao.